Développer les zones rurales, les rendre plus attractives, les dynamiser pour éviter que les habitants partent, ce sont les objectifs du projet Read It sur la citoyenneté active en zone rurale. Marie-Raphaël Mignet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines, basée à Saint-Germain-en-Laye, et vous êtes la chef de la délégation française du projet Read It. Tout d'abord, pourquoi ce programme? À quoi doit-il servir? Alors en très peu de mots, dynamiser un peu les zones rurales pour que les citoyens qui y vivent aient envie d'y rester et encourager leur participation pour mettre en place des initiatives et in fine la rédaction d'un manuel de bonnes pratiques destiné à aider un petit peu, à servir de boîte à outils aux habitants des zones rurales. Et c'est un projet auquel sont associés d'autres partenaires européens, lesquels? L'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et la Grèce. Avec vous, Antoine Martin, proviseur adjoint du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye, membre de la délégation française, bonsoir. Bonsoir. De quelle manière intervenez-vous? En quoi cette initiative est-elle intéressante pour vous? Au tout début du projet, l'établissement agricole a été sollicité par la Maison de l'Europe pour notamment présenter l'exploitation horticole et toute l'animation qu'elle faisait sur le territoire. Donc, lors du premier déplacement des délégations, ils sont venus sur le lycée. Donc ça, c'était notre première intervention. Ensuite, je fais partie, comme vous l'avez dit, de la délégation française et j'ai eu la chance de pouvoir voyager également en Suède et en Grèce afin de participer au groupe de travail de réflexion sur la rédaction de ce manuel. La Grèce, vous l'évoquez, vous revenez tout juste d'un voyage sur l'île de Rhodes. Vous avez pu voir des initiatives pour redynamiser ces zones rurales. Avant d'y revenir, je vous propose d'écouter Amandine Siné de l'Europe House Marienberg en Allemagne et Marc Milutinovic de la Maison de l'Europe des Yvelines. Tout ce que nous avons vu, tout ce qu'ils nous ont montré, tout ce que l'on a découvert, c'est à la fois totalement dans cet esprit de ruralité, de développement, et c'est aussi dans l'implication de toutes ces personnes qui, totalement bénévoles, sont vraiment impliquées à fond dans leur projet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui montre à quel point ce pays est complètement impliqué dans ce développement dans l'Europe et dans ces différents projets. Alors déjà je trouve que tout était super intéressant, on a rencontré des personnes super impliquées dans leurs projets et pour la population et je pense que ce que j'ai préféré en tout c'était vraiment aujourd'hui d'aller sur l'île de Tilos et de rencontrer la maire de l'île. Qui a tellement d'idées et de projets pour ses habitants, pour vraiment encourager la population à vivre de façon permanente et pour l'île d'être autosuffisante en énergie en utilisant le soleil, le vent. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très dévoué et c'est très inspirant, je trouve, pour toutes les zones de campagne en Europe. Et revenons sur cette île de Rhodes. Vous avez eu l'occasion d'aller voir un monastère en travaux, un village qui se consacre à la production d'huile d'olive, un refuge pour chevaux, un musée du jouet et même un parc qui sert de résidence pour des artistes. Alors déjà, parmi ces exemples, quels sont ceux auxquels vous avez été le plus sensible? Tous. Pour une simple raison, c'est plutôt le fil conducteur qui relie tous ces exemples, c'est la fierté des habitants d'un patrimoine qui est existant et qui cherche à protéger. C'est pas ça tombe en ruine, on va le laisser tomber en ruine. C'est on le protège et du coup, quand on est dans un endroit qui est protégé, ça donne envie d'aller plus loin et de créer de nouvelles initiatives. Antoine, vous partagez cet avis? Tout à fait. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans tous ces exemples, en fait, c'est l'investissement humain et la motivation qui est témoignée par toutes ces personnes, toute cette énergie qu'elles développent pour réaliser ces projets et aussi cette volonté de transmettre à leurs enfants toutes ces traditions, toutes ces connaissances, toute cette envie et cette passion de leur environnement. Et vous avez aussi découvert un village, le village d'Apollona, qui replonge les visiteurs dans l'histoire et les traditions grecques. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas? Alors moi, c'est pas le village en lui-même, c'est l'hôtel qu'on est allé visiter après, juste à côté, qui s'appelle l'hôtel et la Fosse, et qui a été restauré par le propriétaire et son frère, deux propriétaires, et qui est un très bel établissement, à côté duquel cohabitent des bâtiments encore en ruine. Et c'est ce côté très décomplexé de ne pas avoir peur de faire cohabiter du vieux et du neuf, de ne pas se dire les clients vont pas venir parce qu'il reste 3 planches. Et j'ai trouvé ça très courageux et très intelligent. Pour ma part, c'est la visite de l'église où en fait l'association du village plus, alors je ne sais plus comment on appelle,
le père de l'église. Le pop. Le pop, on est bien d'accord. Voilà, à nouveau, toute cette énergie et toute cette fierté et le partenariat qui a été créé avec la France et ce village-là. Et chaque année, en fait, ils échangent au niveau d'art, de culture, de connaissances, d'artisanat. Voilà, c'est à nouveau une belle énergie et c'était assez impressionnant de voir ces gens et leur motivation. Alors, on va même faire un petit point culinaire, parce que la Grèce est connue pour son fameux régime méditerranéen, qui se veut léger et équilibré, bien sûr, à base de légumes, de salades, de fromage. Mais plus sérieusement, c'est un atout, la cuisine, pour attirer des touristes dans des zones même isolées. Alors léger, on reviendra dessus, hein. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté très convivial des plusieurs petits plats posés sur la table que les gens partagent, mettent dans leur assiette. Ah bah, est-ce que t'as trouvé ça bon? Comment c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et qui permet vraiment un véritable échange au moment du repas. C'est ça, c'est un format qui est assez impressionnant où tout arrive en même temps. Donc au début, on se dit mince, il faut suivre le rythme, sinon on pourra jamais finir le repas. Et en fait, non, d'un point de vue gustatif, c'est très bon. Après, c'est sur les volumes où il faut savoir se gérer. Vous avez aussi également pris un bateau. Après 2 heures en mer, vous êtes arrivé sur l'île de Tylos, on l'a entendu tout à l'heure, où résident environ 600 habitants. Et là, vous avez découvert, et on l'a entendu évidemment tout à l'heure, des initiatives surprenantes, notamment d'être autonome en électricité. Oui, alors sachant que pour être autonome en électricité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réussir à combler au minimum 75% des besoins énergétiques de l'île. Et en fait, ils y ont réussi grâce à l'énergie éolienne, donc avec une éolienne, et à l'énergie solaire via des panneaux solaires. Et ils ont également trouvé un système de batterie au sodium et au lithium qui garde cette énergie malgré des températures extrêmement élevées. Et ça fonctionne tellement bien qu'ils peuvent même exporter une partie de cette énergie vers l'île voisine. Donc c'est vraiment une belle réussite. Et c'est une île qui vit principalement du tourisme, sa population grimpe très vite en plein été, et pourtant il n'y a qu'un seul médecin, il n'y a même pas d'hôpital. Non. Ça, c'est un des problèmes effectivement de ce groupe d'îles, les Dodécanèses, c'est qu'il y a en fait un seul hélicoptère et un seul hôpital visiblement. Donc quand il y a un pépin, il vaut mieux être sur la bonne île au bon moment, sinon on a de grandes chances d'avoir de gros problèmes. Et pourtant, cette île est confrontée à des arrivées parfois massives de migrants. Quelles solutions ils ont trouvées pour y remédier ? Alors en fait, les premiers migrants sont arrivés en 2010, en petit nombre, à peu près 140. En 2014, ils étaient déjà 2500. Et là, depuis le début de la crise migratoire, c'est 7500 personnes qui ont transité par l'île de Tylos. Qui ont été accueillis sur un ancien terrain militaire à côté du port où ils ont construit des préfabriqués. En fait, l'île de Tylos est partie d'un postulat à peu près inverse à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire de considérer cette arrivée de migrants comme une chance. Ce sont des gens qui vont s'intégrer, qui vont consommer local, qui vont créer de l'emploi, qu'on se doit aussi d'accueillir. Donc les enfants ont été intégrés à l'école, c'est 8 familles entières qui ont bénéficié d'un emploi, etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Le but de Reddit, vous l'avez évoqué, c'était de mettre en place un manuel de bonnes pratiques, une sorte de boîte à idées. Chaque pays y contribue. Quelles sont les bonnes pratiques déjà identifiées dont on pourrait s'inspirer d'un pays à l'autre ? Ouh, il y en a eu tellement. Alors en France, moi j'ai bien aimé l'idée d'accueillir des étudiants dans une ferme pour les faire loger à moindre coût. En Suède aussi, on a vu pas mal de choses intéressantes. Je n'ai plus en tête. C'est pas bien. Un village où notamment les personnes âgées, à nouveau, avaient créé une association pour faire revivre en fait toutes les parties du village qui étaient désertées, on va dire, suite au départ des jeunes actifs vers les villes. Et notamment, elle réhabilitait la gare, le commerce qui était inclus dans la gare. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? La ville de la Syrie. Et avec toutes les explications, oui. En fait, avant, par exemple pour ce village-là, où tout était tourné autour de l'agriculture, et lorsque les villes et la voie de chemin de fer se sont développées, tous les jeunes actifs sont partis à la ville, du coup l'agriculture a disparu, les villages sont devenus morts, et avec la fermeture de la voie ferrée quelques années plus tard, finalement, ils se sont retrouvés isolés et en ayant perdu leurs activités principales. Donc il y avait à nouveau cette volonté du village de refaire renaître, en tout cas de ne pas perdre trace de ce qu'était la vie dans ces villages auparavant, et à nouveau une volonté de faire revivre ces villages, puisque de plus en plus maintenant, les urbains souhaitent revenir vivre à la campagne, tout en pouvant travailler dans les grandes cités. C'est ça.
Merci Marie-Raphaëlle Minier, je rappelle que vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines. Merci Antoine Martin, proviseur adjoint du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes aussi membre de la délégation française. Pour en savoir plus sur le programme Reddit, la page Facebook Active Citizens in Rural Areas, le compte Instagram Rural Areas et sur votre site internet maisoneurope78.eu. Merci. Merci.